6h17, Nico Saliagas. Et c'est l'heure de l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara, bonjour. Bonjour. Votre invité ce matin est le ministre Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Bonjour Nico Saliagas. Bonjour. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, donc auprès de personne depuis la démission de Nicolas Hulot. On nous a dit que le gouvernement serait au complet demain. Est-ce que je dois me préparer à vous appeler Monsieur le ministre ou Monsieur le déçu ? Vous n'êtes pas la première à poser la question ces temps-ci. Je pense que c'est le jeu des commentateurs et des observateurs politiques. La composition d'un gouvernement appartient au Premier ministre et au Président de la République. Vous avez peur de faire un faux pas tant que rien n'est décidé? Non, mais j'aime bien les institutions de la 5e, j'en suis un fervent militant. Donc, si je l'ai bien lu, le Premier ministre formule des propositions au Président de la République qui lui nomme les ministres. Vous êtes candidat à la succession de Nicolas Hulot, évidemment. Je crois pouvoir vous dire que le Premier ministre forme des propositions au Président de la République qui nomme les ministres. Blague à part, je suis heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Oui. Donc vous n'êtes pas candidat. Ça vous intéresse pas. Je suis heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Le Premier ministre fait des propositions au Président de la République. Respectons les institutions. Les Françaises et les Français ne comprendraient pas qu'on se lance dans un jeu de cooptation ou de spéculation. Mais j'imagine que ce poste-là vous intéresse. Je vais redire pour la 4e fois que le Premier ministre formule des propositions au Président de la République. Et c'est bien de respecter les institutions parce que si les membres du gouvernement ne les respectent pas, qui va les respecter ? Et ce serait mal vu de la part du Président et du Premier ministre. Ça serait mal vu des Français que de ne pas respecter les institutions. Votre chance en tout cas, c'est que l'hypothèse Cohn-Bendit ministre s'est évanouie hier soir sur LCI quand il a annoncé qu'il n'irait pas. Une fois de plus, je le redis. C'était un bon choix, c'était une bonne idée ? Non, mais je ne suis pas là pour commenter des choix des uns et des autres, des choix qui ne sont pas encore faits d'ailleurs. Et une fois de plus, il appartient au Président de la République et au Premier ministre de trouver la bonne personne et le bon candidat, et quel qu'il soit, cette personne sera la bonne personne. Vous savez, au-delà des affaires de personnes, c'est-à-dire la démission de Nicolas Hulot d'un côté ou la nomination d'un nouveau ministre de l'autre, ce qui compte fondamentalement, c'est la politique qu'on va mener. Et cette politique en matière écologique, elle s'inscrit dans une continuité. Continuité voulue par le chef de l'État, avec notamment 2 grands plans qui structurent ce que nous faisons depuis 15 mois, qui va continuer de le faire, le plan climat d'un côté et le plan biodiversité de l'autre. Dans un contexte en plus difficile, parce qu'on peut donner des leçons d'écologie à tout le monde. La situation internationale est comme beaucoup plus compliquée sur les questions climatiques qu'elle ne l'était. Donc, on voit bien avec les décisions de M. Trump. Mais au fond, c'est un travail d'équipe. Déjà, la question écologique, elle est interministérielle. Comment faire de l'écologie sur l'éducation nationale en ce jour de rentrée scolaire ? Comment le faire sans le ministre des Affaires étrangères ? Comment le faire sans Bercy, notamment avec le ministre de l'économie ? De toutes les façons, il y a un cap qui a été fixé dans un contexte difficile à l'international, je le disais, dans un contexte difficile sur le redressement des finances publiques, sur lequel il faut faire des choix courageux. Et donc, l'impulsion qui a été donnée avec Nicolas Hulot, c'est une évidence, mais aussi par le Premier ministre et le Président de la République, elle doit continuer, elle devra continuer. Et d'ailleurs, je crois que cette semaine, avec Brune Poirson, où nous expédions les affaires courantes, nous avons démontré que justement tous ces dossiers continuent d'avancer parce qu'il y a une urgence environnementale, une urgence écologique. Après sa démission à la radio, Nicolas Hulot est revenu dans son ministère pour dire au revoir à ses équipes. Vous l'avez vu, vous lui avez parlé. Que vous êtes-vous dit exactement ? Voilà aussi, je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais une conversation amicale, 15 mois, le temps est là pour créer une véritable amitié, une véritable complicité avec lui. Moi, j'étais très fier de bosser avec, et c'est vrai qu'on a eu une conversation de fond, plutôt intellectuelle d'ailleurs, comme conversation, pas du tout politique, sur le sens de l'action. Et on discutait entre son expérience de patron d'ONG, de la fondation qu'il a créée après l'aventure au Ushuaïa, et il me confiait cette phrase que j'ai déjà donnée publiquement, donc je la redonne ce matin. C'est une chose que d'arriver à éveiller les consciences et à lancer des alertes, c'en est une autre que de réussir à transformer cela en politique publique. Et c'est vrai que c'est tout le nœud que moi-même j'ai pu ressentir lorsque j'étais jeune maire de Vernon. C'est entre l'impulsion. Pas un vrai ministre, c'est ce que vous nous dites ? Non, mais qu'est-ce que c'est qu'un vrai ministre ? Qu'est-ce que c'est qu'un vrai homme politique ? Moi, je ne sais pas répondre à ces questions. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut que, à l'aune de la démission de Nicolas, ça permet de rappeler aussi à nos concitoyens que, mine de rien, la transformation d'un pays, c'est quelque chose de difficile. Et que ça prend du temps. Et que parfois, il y a de la frustration à cela. Frustration d'ailleurs que moi-même, j'ai pu d'ailleurs ressentir lorsque j'étais maire. Et une liste de renoncements qui était longue aux yeux de Nicolas Hulot sur le nucléaire, l'objectif des 50% en 2025 qui est remis au calendrier grec, la construction de plusieurs EPR envisagés, l'interdiction du glyphosate qui n'est pas inscrite dans la loi agricole, le dernier cadeau fait aux chasseurs avec le coût du permis divisé par 2. Donc vous avez laissé le temps de réagir sur chacune de ces propos, pas du
du tout, mais cette liste, le temps de vous dire l'avez que le entendu. nucléaire, aucun choix n'est encore fait, que le glyphosate, c'est 3 Mais ans, pas encore une fait, interdiction dans 3 ans justement. au lieu de 15 ans, qu'il n'y a pas de cadeau fait aux chasseurs, mais une réforme équilibrée entre justement la chasse et la biodiversité, Nicolas avec Hulot dit l'instauration d'une n'importe quoi. véritable police de la chasse. Nicolas Hulot, d'ailleurs, n'a pas cité la chasse comme étant une réforme qui il pose a parlé problème. de Non, cette vous dernière réécouterez réunion, l'interview. Il dit que c'est une bonne réforme tant pour les chasseurs que pour la biodiversité. Il On n'a pas pointait écouté la même d'autres interview, difficultés. On la réécoutera ensemble. Et donc là aussi, je réfute l'idée que cette réforme serait uniquement pro-chasse. Au contraire, c'est une réforme pour la nature et pour la ruralité. J'en suis fier. Emmanuel Macron connaît une mauvaise passe avec cette démission de Nicolas Hulot, mais aussi les doutes sur la mise en place du prélèvement à la source pour les impôts qui pourrait finalement ne pas se faire au 1er janvier. Pour la première fois, Emmanuel Macron a la main qui tremble. Non, c'est pas. Là aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, parfois, il arrive que les commentateurs disent que le président de la République ne s'intéresse pas au quotidien des Français, qu'il est loin de la base, etc. Puis quand en même temps, il démontre. Pas avoir la langue de bois et comme parfois, je suis en train de vous répondre justement. Et parfois, quand il s'intéresse justement à l'art d'exécution, au détail d'une réforme aussi importante, aussi complexe techniquement, qu'a remarquablement bien préparé Gérald Darmanin et ses équipes de Bercy, là on dit le président de la République a la main qui tremble. Non. Moi, je trouve ça complètement normal qu'au moment où cette réforme est techniquement complexe, où elle est complexe prête. que prévu. Non, je crois qu'elle a toujours été complexe. Elle a été reportée d'un an une première fois. C'est bel et bien qu'elle était complexe. Elle pourrait l'être à nouveau. Gérald Darmanin a indiqué que la réforme était techniquement prête et moi, je lui fais complètement confiance. Mais il est normal que le chef de l'État prenne le temps de faire un arrêt sur image pour s'assurer justement de la bonne application. Il n'est pas rare que le chef de l'État ou le chef du gouvernement, Édouard Philippe, demande des comptes à leur ministre pour s'assurer que tout va bien. Je pense que c'est plutôt rassurant pour les Françaises et les Français de savoir que le chef de l'État s'intéresse à l'art d'exécution et aux détails. Quel est le vrai problème? La mise en place technique qui est complexe ou vous avez peur que les Français aient l'impression de perdre encore de l'argent? Non, je crois qu'il y a un enjeu technique important. C'est un véritable chantier de transformation. Vous savez, d'autres pays européens sont passés par là bien avant nous. Notre système est un système encore plus complexe que d'autres pays européens. Je crois que je ne suis pas un professionnel de ces questions, mais il y a plus de 400 niches fiscales dans notre pays. Ça veut dire que c'est autant de situations qu'il faut savoir gérer sur l'application du prélèvement à la source. Les équipes de Bercy sont des équipes réputées pour leur sérieux et leur rigueur. Il y aura encore des bugs le résolus ministre cet été Darmanin avant de s'est réapparaître. complètement engagé sur la pédagogie de cette réforme, avec des efforts importants de pédagogie, d'explication. Il est normal techniquement de regarder les choses de près. Je pense que ça choque personne au fond. Ne montons pas les choses en épingle. Allez, maintenant, la question que je ne devrais peut-être pas vous poser, c'est off, entre nous et regardez pas mes feuilles. Il n'y a plus que nous deux. Il y a 5-6 ans, vous étiez gendarme de réserve avec le grade de lieutenant et vous avez été le commandant du peloton d'Alexandre Benalla. Vous le connaissez bien. Avez-vous été étonné par ce qui s'est passé? J'ai pas de jugement à porter en plus sur une affaire judiciaire en cours. Mais avez-vous été étonné? C'est votre sentiment? Oui, un peu étonné, mais je veux dire, moi je n'aime pas réécrire l'histoire. J'ai commandé le brigadier Benalla, effectivement dans l'Eure, entre 2012 et 2014, parmi plusieurs dizaines de gendarmes de réserve que j'ai pu commander sur le terrain, et j'ai le souvenir d'un très bon gendarme. Alors après, quoi qu'il ait fait le 1er mai, ça sera à la justice d'y répondre. Vous avez des nouvelles ? J'ai pris des nouvelles de sa santé, pour tout vous dire, à l'été. Je ne sais pas à trahir cet échange entre nous, mais quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les gens, quelles que soient éventuellement les erreurs ou les fautes qu'ils aient pu commettre, c'est vrai que je me soucie souvent de la santé des gens qui m'entourent. Merci Sébastien Lecornu. Merci beaucoup.